même si tu es tout seul, même si tu n'as pas de structure, etc. Et ça veut dire que n'importe qui, grâce à ça, peut s'en sortir. Tu vois. Et moi, je pense que si tu donnes aux gens les moyens d'être des entrepreneurs avec des business où ils peuvent les lancer chez eux avec peu de capital de départ, tu crées aussi d'une certaine façon, tu redémarres un peu l'ascenseur social. Tu vois. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut à tous, c'est Valjean pour le Crayon. On se retrouve pour une nouvelle interview entrepreneur. Je suis aujourd'hui avec Grégoire Gambato. Salut Grégoire. Salut. Ça fait très plaisir de t'avoir. Tu es le fondateur de Germinal. Pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il n'y en a peut-être pas beaucoup, qu'est-ce que c'est que Germinal ? Alors Germinal, à la base, on était une agence qui faisait du growth, donc de l'acquisition en ligne. Et là, aujourd'hui, on édite une solution d'adaptive learning. En gros, c'est de l'apprentissage adaptatif pour les entrepreneurs. Donc le but, en fait, c'est qu'en fonction de la data et de tes caractéristiques du projet que tu veux monter, on va te montrer des modules et en fonction de tes résultats, on va te montrer d'autres modules, d'autres modules, d'autres modules. Ce qui fait que par exemple, deux personnes qui viennent chez nous qui veulent monter un site e-commerce, et ben en fait, elles verront pas du tout le même contenu, l'une ou l'autre, en fonction si y en a un qui est plutôt à l'aise sur la vidéo, l'autre qui est plutôt à l'aise à l'écrit, un qui a des bons résultats tout de suite, un autre qui n'a pas de résultats au départ, un qui est plutôt dans tel type de marché ou tel type de marché. Donc en fait, c'est vraiment la question de la croissance dont tu t'occupes pour les entreprises en fait. C'est ça exactement. Mais on aide les gens via cet apprentissage, via cette formation, donc c'est vraiment de la formation en ligne, quoi. Et du coup, on ne fait plus du tout de service, mais ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on lance nos propres business en utilisant notre méthode de formation, donc d'apprentissage adapté, pour voir si ça fonctionne. En gros, on suit nos parcours, on monte des business et on essaie de les amener jusqu'à 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et du coup, comme ça nous permet de tester toutes les étapes et de voir si notre méthode fonctionne. Ok, super intéressant. Mais le gros hacking, donc le piratage de croissance, c'est un truc qui a un peu mauvaise presse aussi auprès du grand public. Pourquoi ça, selon toi ? Bah, en fait, déjà, ça a mauvaise presse. Il y a deux sujets. Il y a le premier sujet de se rendre compte que le growth hacking, c'est un truc, tu sais, c'est très vu comme justement du piratage. Et il y a plein de gens qui à un moment nous ont vendu, et moi au début quand je me suis lancé aussi, si tu as ce petit hack, si tu as cet outil, ça va décoller. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas parce que tu as un outil, c'est pas parce que tu as le dernier outil à la mode qu'en chargeant tel truc, tu arriveras à baisser telle limitation, qu'en utilisant tel bouton sur ta régie publicitaire, d'un coup ta boîte elle va exploser. Tu fais un peu de croissance, mais en fait, la croissance c'est une méthodologie, c'est du test. Et d'ailleurs, nous, par exemple, dans nos cours en ligne, adaptatifs, ce que je te disais, qui s'adaptent aux gens, on a vraiment un truc de « ok, on donne des tips, mais surtout on donne une méthode ». Parce que la vérité, c'est qu'en suivant la bonne méthode, avec le bon produit, en recrutant les bonnes personnes, tu peux faire une boîte qui est juste énorme. Et ça ne sert à rien de chercher le dernier outil. Et si tu as la mauvaise équipe, le mauvais produit, tu pourras utiliser tous les outils du monde, tous les hacks du monde, toutes les petites méthodes du monde. En fait, il ne se passera pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait moi sur ma deuxième boîte, enfin projet, je n'ose pas dire boîte. Où en gros, on faisait plein de hacks, je faisais des fausses offres d'emploi dans les groupes Facebook. Parce qu'à l'époque, les groupes Facebook, ça marchait. Pour faire grossir la voilà, et du coup, je la faisais boîte. des offres d'emploi. Du coup, les gens, ils visitaient le site. Du coup, ça faisait des ventes. J'avais récupéré toutes les adresses email de mes contacts LinkedIn. À l'époque, c'était hyper facile. Mais pareil, du coup, j'avais récupéré 15 000 mails. J'avais envoyé un call d'email. J'avais vendu trois trucs, quoi. Et juste à l'époque, j'aurais fait des publicités Facebook en 2017 correctement. J'aurais tout explosé, tu vois. Mais juste, j'étais en mode, il me faut un hack, il faut un truc gratuit que personne ne sait faire. Et c'est comme ça que je vais faire de la croissance. Donc, c'est pour ça, je pense que ça a mauvaise presse. Et c'est fini ces hacks-là ? Non, c'est pas fini. En vrai, nous, tu vois, par exemple, sur notre acquisition pour avoir des entrepreneurs qui se forment chez nous, oui, vas-y, tu peux, t'es pas obligé. On utilise par exemple une méthode sur je vais pas dire ce que c'est parce que sur le CPF et ça a divisé notre coût d'acquisition par deux. C'est ce que je veux dire. Et en fait, ce qui est important, c'est pas d'avoir le hack. Ce qui est important, c'est d'avoir le process qui t'amène à comprendre ce truc. Donc, bien sûr, si je le dis aux gens qui nous écoutent, ils vont gagner un mois. Mais ils gagneront pas la stratégie pour y arriver. Et moi, eux, quand ils vont appliquer ce que je fais, j'aurais déjà trouvé autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est important, c'est la méthode qui fait que tu découvres en permanence des nouvelles propositions de valeur, des nouvelles façons d'attaquer ta cible, des nouvelles régies publicitaires, etc. Il faut être dans une logique de test. Et c'est comme ça que tu découvres des vrais trucs. Par exemple, ma formation LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment tu l'as montée, qui a hyper bien marché. Et sur LinkedIn, j'ai réussi à faire pas mal de portées de publications, etc. Ouais, t'es même un des plus gros influenceurs LinkedIn, on peut le dire comme ça. Bah, j'ai pas les stats des autres, donc non mais c'est vrai, je sais pas, tu vois, genre je pense que je suis bien placé en France, mais le truc c'est que personne partage ces chiffres, donc du coup peut-être que j'ai l'impression d'être peut-être dans mon petit microcosme, LinkedIn Europe me connaît pas, tu vois. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu aussi un truc qui revient régulièrement, que ce soit dans le business ou même dans la vie de tous les jours. C'est cette logique que plus on sert le poisson aux gens plutôt que de leur apprendre à pêcher, plus ils sont dépendants de la nourriture plutôt que d'eux-mêmes en fait. Oui, mais c'est là aussi où tu arrives à créer une audience, c'est-à-dire il y a des gens qui sont spécialistes, qui donnent plein de hacks en permanence.
et ils ont une audience qui les écoute, qui à chaque fois met en place le truc, a un petit peu de croissance, ça marche plus et ils attendent le prochain, tu vois. Et en fait, c'est comme prendre de la drogue, quoi. Je veux dire, On les a servis en fait d'une certaine manière. ouais, on les a, du coup, alors, je ne veux pas dire ça, peut-être faut que les gens quand même leur libre arbitre, mais moi je vois des gens dans la communauté qui font un très bon taf par ailleurs, mais qui vendent du hack. Et ils te donnent du hack, et les gens sont en mode ah ouais, ce mec-là ou cette nana-là, j'attends qu'ils me disent ce qu'il faut faire et tout. Ils ont toujours des nouveaux outils, des nouveaux trucs, mais les gens qui les écoutent, c'est pas des gens qui font de la vraie croissance, tu vois. Et d'ailleurs, la règle, c'est que la plupart des belles boîtes, c'est un produit et un canal d'acquisition. Et tu as ton canal, tu as ton produit et tu exploses tout, tu vois. Et la plupart des gens, ils essaient toujours de tester des nouveaux canaux, de tester des nouveaux trucs. Non, trouve un truc qui marche, ponce-le. Et d'ailleurs, il y a une vraie prime aujourd'hui. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Si tu es 20% meilleur que les autres sur une régie pub, en sales, en email, en post, en social media, tu as 2 fois les résultats des autres. Si tu es 50% meilleur, tu as 5, 6, 7 fois les résultats des autres. Et en fait, souvent, les gens, ils viennent trop en… Comme ils cherchent hack, ils ne vont pas assez en profondeur. Et je le répète, nous, on a mis en place des stratégies d'acquisition pour nous qui fonctionnent très bien. Mais on a mis 1 mois pour trouver ce dont je te parlais, pour diviser notre coup par 2. Et je peux t'assurer que dans 2 mois, notre coup il aura encore été divisé par 2. Parce que vous avez constamment miné le truc, quoi. Tu testes le funnel et à la fin, tu vois la réponse, tu te dis mais c'est évident. Mais c'est évident parce que ça fait 2 mois que tu fais que ça nuit et jour. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour l'influence LinkedIn, si tu fais un post par an, tu découvres rien. Quand tu fais 2 posts par jour comme j'ai fait pendant un moment, bah, tu commences à comprendre des choses dans l'algorithme que personne comprend. Et ce moment-là, tu comprends des trucs que personne capte. Et du coup, ça te donne un avantage et une surmédiatisation, une surexposition qui en fait est juste parce que comme tu es 20% ou 50% meilleur que les autres, les gens ne voient que toi. Alors oui, les les gagnants raflent la mise, quoi. Ouais, en social media, en ads, en vente, le gagnant rafle tout. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme l'élection. C'est-à-dire, si tu es un vendeur et que tu es toujours un tout petit peu meilleur que le mec en face de toi, tu vas pas gagner 51% des deals et l'autre 49%. Tu vas gagner tous les deals. Si les gens ils hésitent entre deux et que c'est toujours ton produit qu'ils achètent, bah en fait à la fin, ton chiffre il est infiniment… Mais est-ce que c'est pas problématique comme société ou comme manière de fonctionner que le fait d'être un petit peu meilleur te rende considérablement plus productif et avec de bien meilleurs résultats? C'est le capitalisme. Bah, je te pose la question. Moi je pense que… Alors, Je dis pas forcément que tu dois avoir un avis politique là-dessus, mais même… non, mais ça va être politique. Est-ce que c'est pas injuste pour celui qui a 49%? Non, mais en fait c'est juste par rapport au système d'avant. Tu vois, quand tu prends la BCIS dans la fin des années 1790, tu vois, quand il parlait du capitalisme, enfin du libéralisme, pas le néolibéralisme, le libéralisme. En gros, ils se sont dit, c'est pas normal que quelqu'un par sa naissance puisse avoir, donc à la base la noblesse, etc., puisse avoir des avantages à vie et ses enfants, et ses enfants et ses enfants encore. D'où l'abolition des privilèges. D'où la fin des corporatismes. À l'époque aussi où tu ne pouvais pas faire le métier que tu voulais. C'était du corporatisme. Enfin, on était à une époque où on te disait non, tu ne pourras jamais faire ce métier. Ce n'était pas une question d'études, etc. Donc pour moi, c'est un système qui est meilleur. Mais en effet, il y a un moment où le fait d'être 1% meilleur ou 10% meilleur, faire x5 pour une boîte, ça me paraît logique. Parce que c'est des organismes qui gagnent sur d'autres organismes. Mais par contre, au sein d'une entreprise qui gagne, je ne trouve pas ça normal que parce que tu es PDG et que tu es meilleur, le mec va être payé, tu vois, le CEO de L'Oréal, qui n'a pas pris de risque, entre guillemets, qui est parti avec quand même, je ne sais pas si on l'a dit, mais 300 ou 400 millions d'euros d'actions gratuites. Je veux dire, ok, il a fait gagner de l'argent aux actionnaires, etc. Moi, j'étais un peu en mode 400 millions d'euros pour quelqu'un qui n'a pas pris un risque. Je trouve ça indécent par rapport à des gens qui travaillent tous les jours et qui ont une utilité. On l'a vu pendant la pandémie, les livreurs, etc. Donc, mais t'as beaucoup ce message, j'ai l'impression. je suis un peu aussi. néo-communiste, ouais. Non, mais en vrai, dans ta communication et même dans les valeurs que tu portes, soit sur LinkedIn ou même dans la communication de Germinal, il y a beaucoup et je l'avais vu notamment avec Cajou, où tu avais critiqué la levée de fonds jusqu'à comprendre le projet et même rejoindre les investisseurs. Est-ce que tu as aussi cette forme de volonté peut-être sociétale au-delà même du business? Oui, totalement. Bah, moi, par exemple, dans la boîte, on distribue 40% du résultat à l'équipe. Ouais. Je veux dire, donc c'est moi quand même par an… sur une bonne année, alors on a inversé l'année, on n'a pas gagné d'argent. Cette année, on va gagner assez peu d'argent pour être transparent. Je pense qu'on va gagner 150 000 ou 200 000. Mais mine de rien, moi, c'est 10 ou 15 000 euros que je ne mets pas dans ma poche. C'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe Et quoi. sur une belle année, ce qu'on espère faire l'année prochaine, c'est peut-être 300 ou 400 000 euros. Donc c'est pas… Je veux dire, et ça, voilà, c'est beaucoup. Pareil, on donne des… En fait, pour moi, le problème du capitalisme, c'est qu'en gros, quand tu es un fondateur… Le fait d'être arrivé 3 mois avant quelqu'un d'autre, avoir pris plus de risques, ça fait qu'à la sortie, lui, il aura 0,5% des parts et un beau salaire, et toi, tu auras genre la moitié des parts, tu vois. Et en gros, tu fais fois 100 par rapport à lui, tu vois. Et je trouve que c'est pas un bon rapport fois 100. Pour moi, entre quelqu'un qui a pris des risques 6 mois après toi, tu dois avoir un rapport de x10, x15 à la rigueur, parce qu'il
Il y a quand même le risque, il y a quand même l'initiative. Et par rapport à quelqu'un qui est arrivé tard, fois 30. Je parle par rapport à l'exit, à la sortie, pas juste au salaire. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, je suis payé 50K par an. La personne chez moi la mieux payée est à 90K, tu vois. Donc, je suis moins bien payé. Je crois que je suis au niveau de la moyenne des salaires dans la boîte. Je voulais revenir sur la formation parce que du coup, c'est le cœur de ton activité avec Germinal. Et tu es du coup un formateur, ou Germinal est une entreprise de formation sur justement, on va dire, la grosse, donc la croissance. Ouais. Est-ce que c'est aussi parce que l'université publique et même les écoles ne se sont pas emparées de ces sujets-là dans les études ou dans d'autres domaines? Est-ce que c'est des domaines où les écoles, que ce soit les écoles privées ou les universités publiques, devraient se saisir et apprendre? Est-ce que Grégoire Gambato pourrait être prof à la Sorbonne? Bah, Grégoire Gambato est prof à HEC, à l'ESCP, à l'IAE, à l'INPG, à l'école donc un peu partout. Donc oui, on donne des cours là-bas et on est quasiment les seuls à en donner, alors que j'ai loupé mes concours d'école de commerce avec. C'est une belle revanche. Oui, c'est une belle revanche. J'avais le seum quand j'ai loupé mes concours d'école de commerce. Il y a des gens qui disent ouais, moi j'ai loupé. Non, moi j'avais le seum. Juste, je suis un mec qui a le seum, donc ouais, je suis jaloux quand les gens réussissent mieux que moi. Et là, je me suis pris une bonne claque dans la gueule. En fait, moi, pourquoi je vais enseigner? Parce que le growth, c'est ce qui fait l'acquisition en ligne, tu vois. C'est un truc où, tu vois, tu peux pas devenir vendeur de chez toi. Il te faut un produit à vendre. Tu peux pas devenir data analyst de chez toi. Il y a des métiers que tu peux pas apprendre de chez toi parce que il te faut un environnement, il faut des gens autour de toi. Mais le growth, tu peux le faire de chez toi. Tu peux vendre un truc en e-commerce, tu peux vendre un cours en ligne de chez toi. Tu peux prendre une caméra, tourner un cours et le vendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux envoyer des emails de prospection, etc. Même si tu es tout seul, même si tu n'as pas de structure, etc. Et ça veut dire que n'importe qui, grâce à ça, peut s'en sortir. Tu vois. Et moi, je pense que si tu donnes aux gens les moyens d'être des entrepreneurs avec des business où ils peuvent les lancer chez eux avec peu de capital de départ, tu crées aussi une certaine façon, tu redémarres un peu l'ascenseur social. Tu vois. Tu dis aux gens, si vous êtes prêts à vous former, vous êtes prêts à vous motiver, en fait, on va vous donner les meilleurs profs avec une méthode adaptative qui fait que vous n'allez pas juste être perdu devant un cours Magistral, ouais. où vous allez vous dire, ça me ressemble pas. Le problème des cours en ligne aujourd'hui, c'est que tu auras 8 heures de cours en ligne et sur les 8 heures, il y a peut-être 2 heures qui t'intéressent. Et en fait, il y a plein de questions que tu te poses, etc., auxquelles les gens répondent pas. Et là, il faut prendre une option, il faut prendre un coach, etc. Et les gens n'ont pas forcément les moyens, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est ça, ce problème qu'on essaie de résoudre, tu vois, en donnant des cours du meilleur niveau possible à des gens et en fait donner le pouvoir aux gens d'entreprendre, en fait. En fait, tu peux pas. Il y a des métiers, tu peux pas, tu vois, tu peux pas dire aux gens, à l'époque, il y avait trop de conflits, etc. Il y avait plein de choses que tu pouvais pas faire, tu vois. Là, il n'y a plus aucune barrière à l'entrée. Juste, il faut mieux exécuter que les autres, il faut être meilleur que les autres, il faut aller plus vite. Il faut mieux tester, etc. Et du coup, pour moi, le modèle de l'Internet et ces choses-là, c'est presque une mission sociale, tu vois. Moi, quand j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent j'ai 30 ans, j'ai suivi une formation, maintenant j'ai lancé mon e-commerce, je commence à faire 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'ai commencé à me verser un petit salaire et tout, je suis parti de zéro. J'ai quelqu'un qui me dit j'ai commencé à vendre tu vois, des petites figurines en ligne, en papier, des gens qui font des box peinture et tout. Et les gens t'écrivent, tu dis waouh, j'ai changé la vie de cette personne, tu vois. Et C'est pour ça que tu le fais? ouais, c'est pour ça que je le fais, moi. Franchement, le reste, je dis, moi, je le répète souvent, je vis avec, alors ça dépend des mois, entre 700 et 850 euros par mois, tu vois. Sauf là, je vais me faire un costume pour mes mariages, j'ai craqué, j'avoue. Je vais péter mes loyers compris, j'habite à Grenoble, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'argent, mais parce que j'en dépense pas. Mais recevoir un email de quelqu'un qui me dit, waouh, genre j'ai suivi ton cours et ça m'a libéré, tu vois. Je trouve ça ouf. Et tu vois, tu redonnes du pouvoir aux gens, quoi. Et moi, je trouve que l'éducation, en la rendant plus efficace, en la mettant dans des domaines qui sont les bons domaines, tu peux redonner du pouvoir aux gens, tu vois. Et moi, je trouve ça, enfin, moi, ça me fait lever le matin, quoi. Tu vois. Je comprends. J'aimerais revenir un peu sur LinkedIn parce que tu parles souvent tu dis, moi je suis un mec qui a le seum et ce genre de choses. Est-ce que tu cultives pas un peu cette image du héros qu'on adore détester, comme il y en a dans tellement de domaines, le foot, les films, la politique et autres? Oui, bah c'est un éclairage particulier, après je suis comme ça. Genre, il y a plein de gens, ils m'écoutent, ils me disent, mec, au bout de 30 minutes, je ne pouvais plus t'écouter, c'était insupportable. Ça va, moi, jusque-là. Et je leur dis, bah ouais, t'as raison de me détester. Mais en fait, moi à la base, Comment tu conçois en fait le rapport qu'ont les autres à toi? bah en fait, c'est aussi une forme de protection. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent se faire aimer de tout le monde. Tu vois. Et quand tu veux te faire aimer, c'est un problème. Et moi, je me dis, en étant cet anti-héros, tu vois. Mais en fait, les gens, ils m'attaquent. Je leur dis, ouais, mais en fait, tu m'attaques, mais tu sais, c'est comme l'autodérision. Si tu fais une blague sur toi, après, qui peut t'attaquer derrière? Et voilà, je suis pas un mec sympa. Genre, les gens qui me rencontrent, ils me trouvent que je suis imbuvable, je me vante, je parle trop fort, je parle trop vite. Mais je le dis, et du coup, ça me rend sympathique. Et au fond, je suis un mec sympathique, tu vois. Alors que si j'essayais d'être le mec parfait, En fait, ça énerverait encore plus. ça énerverait encore plus. On se dirait, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire, lui, tu vois?
Et en plus, là, du coup, quand les gens me disent oh, t'es imbuvable, je dis ouais, mais je l'ai déjà dit, gros. Je m'en fous. Tu m'apprends rien. Tu m'apprends rien, tu vois. Alors que quand tu essaies d'être le mec parfait et que tu as des gens qui t'éclatent, bah, ça fait mal. Alors après, des fois, j'ai des gens qui tapent fort et juste dans mes haters et ça fait toujours un peu mal, tu vois. Mais au fond, ouais, c'est une protection et puis c'est aussi un créneau qui est pas pris, tu vois. Et moi, je trouve ça rafraîchissant d'avoir un mec insupportable. Tu vois, moi, T'arrives à te conceptualiser toi en tant qu'entité différente du coup pour essayer de. Oui, je m'éclaire d'une certaine façon. D'ailleurs, mes potes, quand ils voient mes posts LinkedIn qui me connaissent dans la vraie vie, des fois, ils sont là, genre, les mecs, t'es pas comme ça. Je leur dis, bah si, c'est une partie de moi sur laquelle je mets un éclairage. C'est moi, tu vois, dans certains moments de ma vie. Et voilà, et c'est cool. Et ouais, j'aime bien. Puis j'aime bien jouer ce rôle, tu vois, le mec que tout le monde aime détester. Il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui m'écrivent en me disant que. Je te dis vraiment, j'ai des gens qui m'écrivent des pavés. Et un mec qui m'écrit un pavé pour me dire pourquoi il se désabonnait. C'est fort. Genre le mec me dit, je vais me désabonner pour ça. C'est très engageant finalement comme communauté. Et t'es en mode, mec, donc là, tu m'écris pour me dire que tu vas te désabonner. J'ai plein de mecs qui m'ont bloqué, tant mieux pour eux, tu vois. Et voilà, je joue ce truc-là. Et dans ma boîte, c'est pareil. Il y a des gens qui adorent bosser avec moi et qui, 2 ans après être partis de la boîte, sont toujours là et tout. Et il y a des gens, franchement, je pense que tu peux trouver des anciens de Germinal, c'était la pire expérience de leur vie. Hein. Enfin, pire expérience, pas dans le sens maltraitant. En mode, ça n'a pas fité, quoi. Ouais, je comprends. Je suis toujours un mec faire. Tu vois, on n'a jamais eu de procès, de machin, de trucs parce que. On a toujours fait des trucs, tu sais, c'est pas parce que. Proprement, ouais. C'est pas parce que t'es énervant que t'es propre. Voilà. Tu vois, par contre, tu sais, je suis pas un mec pas raisonnable. Tu sais, je suis pas un mec qui va essayer d'imposer mes termes, qui va essayer de te niquer dans la négo et compagnie. Tu vois, j'essaie d'être juste. Alors après, pour moi, ce qui est juste, c'est pas forcément pour l'autre. Et là, on débat. Mais voilà. Mais oui, pour moi, c'est une image. Et le fait d'être clivant, ça te donne de l'audience aussi. C'est-à-dire, c'est à la fois une façon de me protéger et une façon d'avoir plus d'audience. Parce que c'est un personnage qui est pas pris. Du coup, c'est un personnage qui est attachant. Parce qu'en plus, les gens, ils sentent que c'est vrai. Tu vois, en vidéo, là, tu sens que mon personnage, il ressort. Je te joue pas la comédie. Non, mais t'as pas l'air. T'es pas très différent dans off. Non, voilà. Et du coup, tu joues pas la comédie. Et comme il y a des gens qui te détestent et qui mettent en commentaire, l'algo, il voit qu'il y a des réactions et du coup, il te montre encore plus de gens. Donc, à la fois, tu as un positionnement unique en termes de personnalité, en termes de l'inédito. Tu es avantagé par l'algo et ça te permet de te défendre. Et quand les gens t'attaquent, bah, tu as déjà ta ligne de défense et toi, ça te permet de te protéger un peu de la foule. Parce que, tu sais, une fois, j'ai un mec qui m'a écrit qui disait j'ai vu une de tes vidéos, je pensais que tu étais un mec débile. Il dit franchement, je suis étonné que tu arrives à avoir un raisonnement parce que tes posts sont tellement cons. Les gens se rendent pas compte. C'est comme Hanouna, tu vois. Hanouna, il y a plein de gens qui pensent qu'il est con. Ok, je vois l'idée. Je comprends très bien l'idée. Hanouna, non mais je veux dire, moi je rate pas du tout. Mais j'ai lu un article sur lui. En fait, Hanouna, il est juste en train de peser dans la politique et c'est un mec hyper smart qui a trouvé son audience et qui leur parle. Je veux dire, et les gens pensent que parce que quelqu'un fait des tweets, parce que quelqu'un fait des posts ou quelqu'un fait des conneries à la télé, c'est un con. Mais non. Genre, on vit dans une époque complexe, tu vois, où quelqu'un peut paraître une certaine chose pour avoir de l'audience, et au contraire, des gens qui te paraissent très intelligents sont en fait des gens. Oui, mais du coup, les réseaux ne sont que des leviers, du coup. Donc en fait, les réseaux seraient presque un peu fake, d'après ce que tu me décris. Parce que du coup, Twitter, on sait très bien que les gens, c'est l'exagération de leurs pensées les plus profondes. On sait que LinkedIn, c'est un peu, on met le peigne et les lunettes et on est parfait et on essaye de se vendre comme ça. Pareil pour les vidéos YouTube. Est-ce que du coup, en fait, c'est aussi un problème parce que ce que consomment les gens sur les réseaux sociaux ne se rendent pas compte que c'est peut-être pas aussi les vraies personnes qu'il y a derrière. Ah oui, mais les gens se rendent pas compte. Moi, par exemple, il y a des gens qui disent ouais, McFly et Carlito, c'est des débiles. Par exemple, tu vois, avec le président, le mec il fait une roulade. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes Eh, roulades. vous faites pas mal des roulades, vous. Ah ben attention, j'ai travaillé, hein. J'ai travaillé. Vous croyez vraiment que c'est des débiles? Non, c'est Vous croyez vraiment pas des que les débiles. mecs ont monté la plus grosse opération de com pour un président de la République depuis, tu vois, tu regardes ce qu'ont fait les autres présidents à côté, c'est rien du tout. Alors, fan ou pas fan de Macron, c'est un autre sujet. Les mecs l'ont fait et tout, ils ont bien câblé le truc pour pas se faire attaquer, ça leur fait un énorme coup. Mais les mecs, ils ont tout réfléchi, c'est des joueurs d'échecs. Et les gens, ils ont tendance à voir que les coups et ils se rendent pas compte que derrière, il y a toute une réflexion, il y a toute une construction, il y a toute une analyse de la donnée. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à confondre ces 15% des gens avec les 85% qui se cachent. Est-ce qu'il nous manque un esprit stratège en France pour la globalité des gens, pour la majorité de la population? Est-ce qu'on n'est pas assez stratège? Est-ce qu'on voit pas assez? On n'est pas stratège, c'est juste que les gens aujourd'hui, enfin, ça a toujours été le cas, ils font pas la différence entre, tu vois, la caverne de Platon, entre l'ombre et la personne, tu vois. Ils voient, en fait, aujourd'hui, les influenceurs, c'est, tu vois l'image de la caverne de Platon, Ouais, bien sûr, ok. évidemment. Et du coup, nous, on voit des ombres et on pense que c'est des personnes, en fait. Et juste, il faut qu'on commence à comprendre que les réseaux sociaux, ce sont des ombres et qu'il y a des personnes derrière. Et pour ça, il faut comprendre. Et par exemple, même Nabila, etc., tu vois, on voit une ombre. Peut-être que l'ombre ressemble beaucoup à la personne. Peut-être pas. En tout cas, c'est sa silhouette. C'est pas caché, tu vois. Mais c'est juste une ombre. Et là, aujourd'hui, c'est pas qu'on manque de stratégie, c'est juste que des gens prennent des ombres pour des personnes, ils sont dans une caverne et ils tirent des conclusions à partir de ces ombres. Et tu as des gens qui sont en dehors de la caverne et qui en profitent, en fait. Mais alors, quid de Donald Trump pour Donald Trump, c'était pas une ombre.
Donald Trump, en fait. Parce que c'est du coup, c'est. Non, Donald Trump, Je pourrais te faire la remarque là-dessus aussi sur le bas du coup. Donald Trump, il a compris beaucoup de choses de façon inconsciente. Dans l'exercice de son pouvoir, on se rend compte, dans les choix qu'il a fait, qu'il a son ombre lui ressemble quand même pas mal. Et le problème, c'est que il y a des gens qui sont. C'est comme dans la reproduction sociale, tu vois, si. Oh putain, faut que j'arrête avec mes philosophes, désolé. Mais tu vois, tu prends Bourdieu sur la reproduction du capital social, tu vois. Ouais. Genre, il y a des gens qui sont conscients de la façon dont il faut transmettre à leurs enfants les habitudes pour réussir. Tu vois, les méthodes, les stratégies, avec l'école, avec le métier, avec la façon de s'habiller, de parler, etc. Ouais, quand même la mentalité. Tout Ouais, ça. ouais, enfin voilà, exactement. Et il y a des gens qui transmettent sans s'en rendre compte. Ok, je comprends l'idée. Et là, c'est pareil. Lui, c'est quelqu'un qui, en fait, lui voit son ombre et s'amuse avec son ombre et je pense, était moins conscient. Et le problème, c'est que du coup, et ces actes l'ont montré, alors qu'il y a des gens qui sont très, très stratèges, tu vois. Et tu vois, par exemple, typiquement, McFly et Carlito, ils feraient jamais des erreurs comme Trump. Et Trump, en vrai, c'est une analyse, moi, je trouve ça fascinant que Trump ait réussi. C'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui prennent des ombres pour des personnes que Trump, en fait, il est passé parce qu'il est dans un pays qui n'est pas du tout éduqué. Le jour où on se rendra compte que les ombres, c'est pas les personnes, je pense que Trump, il n'aurait aucune chance avec des gens qui seraient éduqués à comprendre les réseaux sociaux, pourquoi il y a une surreprésentation, à comprendre comment on peut les manipuler avec des prises de position clivantes dans le cas de Trump, etc. Avec, tu vois, les fake news, enfin, qui comprendraient les algorithmes, comment ça fonctionne. Je pense que Trump pourrait pas être élu dans un monde comme ça. Donc, ce qui manque aujourd'hui au monde, c'est pas la stratégie. Ce qui manque au monde, c'est se rendre compte qu'ils sont dans une caverne et qu'ils ratent des ombres. C'est les deux dernières questions de toutes les interviews qu'on fait au Crayon. Qui tu aimerais voir dans cette interview entrepreneur ou business sur le Crayon? Quelle est peut-être une personne qu'on n'entend peut-être pas assez? Alors moi, j'aime beaucoup, je sais pas s'il pourra venir, mais c'est Pierre Entremont, c'est un investisseur. Ça me dit rien du tout. Pierre Entremont, c'est un investisseur chez First. Il investit dans des boîtes, il a l'idée le tour avec Xange chez Cajou, etc. Il investit dans des boîtes très tôt à des gros montants sur vraiment de la conviction. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelqu'un qui investit dans des boîtes de mecs qui ont fait Polytechnique, HEC, etc. Et aussi des gens qui sortent de nulle part et disent cette personne-là, je vais parler, il est hyper smart. Tu vois, par exemple, Pongo, hyper smart, etc. Alors, il a quand même fait des études et compagnie, mais tu vois, c'est pas l'archétype du start-upper parisien. Et il a dit, je mets dedans, quoi. Et j'y vais. Et c'est ouf, quoi. Et c'est quelqu'un qui se remet énormément en question, qui a des théories hyper bold sur le monde. Tu vois, sur les cryptos, il a investi très tôt et là, il pense qu'on est en train de changer de paradigme et tout. Donc, je trouve que c'est un mec qui réfléchit très bien, très fort et qui a une très grosse connaissance sur l'influence. Et lui, pour le coup, il est dans la caverne et il voit pas les ombres, il regarde les gens en train de bouger et de regarder leurs ombres et ça le fait bien marrer. Donc, ouais, je trouve qu'il est très, très, très smart. Ok, bah on l'invitera. Et la dernière question, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? C'est le slogan du média. Trace tes contours, bah, c'est pareil pour l'ombre. En fait, il y a des gens, tu vois, qui voient leur ombre en tout petit et qui pensent que parce que leur ombre est petite, ils sont petits. En fait, non, mec, c'est juste que tu es plus loin de la source de chaleur que les autres, en fait. Rapproche-toi de la source de chaleur. Et quelqu'un qui est bien orienté, quelqu'un à qui on a dit que pour paraître grand, il fallait qu'il lève les bras, qu'il se mette près du feu pour avoir une grande ombre et faire peur à tout le monde, il fera peur à quelqu'un qui a toujours été loin et qui voit sa petite ombre, tu vois. Et il ne faut pas confondre qui on est avec l'ombre qu'on dégage parce que socialement, en fait, on nous a tracé les mauvais contours, on nous a mis au mauvais endroit. Donc ouais, moi, tracer les contours, j'ai envie de dire, pense plus grand, retrace. Et en fait, c'est une professionnalisatrice. Si tu veux non plus grande, rapproche-toi du feu et tu vas voir, ça marche. Et en fait, ça marchera pour tout le monde, quoi. Donc c'est un petit peu le truc que j'ai envie de Très dire. intéressant. Merci Greg. Merci à toi. C'était une bien belle discussion. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a fait réfléchir aussi sur beaucoup de sujets. Rapprochez-vous du coup du feu, comme dit Grégoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Laissez un commentaire, laissez un j'aime, partagez les vidéos. C'était Valorant pour le Crayon. À bientôt. Ciao. Let's begin by the story of